On va d'abord demander à Philippe Courard de nous dire un petit mot pour introduire cette journée. Philippe Courard, vous êtes sénateur et membre du comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, et pas entre les hommes et les femmes. On aime bien mettre les femmes d'abord. Ici, toute la journée, on va mettre les femmes d'abord. Pour nous dire un petit bonjour, vous pouvez le faire d'où vous voulez, Monsieur Courard. Je vous cède la parole. Voilà, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Je suis vraiment ravi et honoré de vous accueillir ici au Sénat. Vous l'avez deviné, je suis sénateur, initialement député régional, mais puisque le Sénat maintenant rassemble des députés de différentes régions et communautés, j'ai cette chance de siéger au Sénat. Et dans ce cadre-là, je suis évidemment aussi membre de différentes commissions et membre notamment du comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Et c'est à ce titre-là que je vais faire l'introduction en lieu et place de Madame Gaouchi, qui malheureusement est retenue. Alors, on discute de beaucoup de choses au Sénat, bien entendu. C'est pas toujours facile parce que certains partis ne sont pas éveillés, notamment à toute une série de choses qu'on défend, et vous allez évoquer pendant votre colloque. En Afghanistan, depuis notamment le mois d'août 2021, j'insisterai par ailleurs sur l'année parlementaire 21-22, qui a été largement consacrée à l'autonomisation des femmes et à l'engagement sans faille des femmes dans notre société. En effet, dans le cadre de la commémoration de la prestation de serment de la première femme parlementaire qui a prêté serment au Sénat belge, on m'entend peut-être mieux, magnifique, eh bien, c'était Madame Marie Spaak-Janson en décembre 1921. Eh bien, le Sénat a multiplié les initiatives mettant à l'honneur les femmes avec des expositions, un forum de discussion, des forums de discussion, des expositions thématiques. Le Sénat dispose aussi, comme je l'ai dit précédemment, d'un comité d'avis qui est compétent pour toutes les matières qui ont un impact sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Il peut émettre des avis de sa propre initiative ou à la demande d'une commission permanente ou même à la demande de la présidente du Sénat. Il possède une compétence qui est dite horizontale, c'est-à-dire qu'il peut traiter tous les domaines politiques dans la mesure où il concerne l'égalité des chances. Concrètement, le comité d'avis suit et évalue toute une série d'initiatives de point de vue de l'égalité des chances. La présidente du comité d'avis pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes et les femmes, ma collègue Latifa Gaouchi, donc est navrée de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui. Et elle a réussi, je voudrais quand même le rappeler, en début de législature, de remettre sur pied le comité d'avis sur l'égalité des chances entre les femmes et les hommes. Son existence était bien entendu ancrée dans l'article 79 du règlement du Sénat, mais fallait-il encore la volonté politique. Et depuis 2019, nous avons travaillé au sein de ce comité sur toute une série de thématiques importantes pour les femmes, et je vais peut-être vous les citer rapidement pour terminer cette petite présentation. La dispensation de la contraception d'urgence par les organismes chargés de l'accueil, l'information et l'accompagnement des personnes dans le cadre de la vie affective et sexuelle, l'entrepreneuriat féminin, la violence entre partenaires, l'amélioration de la représentativité des filles et des femmes dans les études et professions liées au STEM, les fameuses sciences, technologies, engineering et mathématiques, la lutte contre les violences sexuelles commises à l'aide de drogue, du viol et d'autres substances inhibitrices, l'impact de la crise de la Covid-19 sur les femmes, l'écart salarial entre les hommes et les femmes, le 10e anniversaire de la Convention d'Istanbul, le droit à l'autodétermination corporelle et la lutte contre les violences obstétricales. Et récemment, le 6 février 23, un colloque a été organisé en partenariat avec le comité d'avis et le GAMS à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais vous dire. Vous l'aurez compris, le Sénat accorde une grande importance à ce type de thématique et travaille beaucoup sur ces thématiques dans le cadre de la défense des droits des femmes en général, ici en Belgique bien entendu, mais aussi à l'étranger. Il ne faut pas l'oublier quand on voit tout ce qui se passe. L'actualité nous rappelle au quotidien ô combien les choses sont difficiles, dramatiques et ne s'améliorent pas dans toute une série de pays, dans toute une série de situations. Je ne serai pas beaucoup plus long, je vous souhaite en tout cas un excellent colloque, une belle matinée, une belle après-midi et un bon succès. Merci beaucoup.
j'ai la lourde tâche de vérifier le temps, d'être la gardienne du temps. On n'est pas encore en retard, c'est bien ça. Véronique, je vais en appeler notre présidente du Centre d'action laïque pour que Véronique vous dise un petit mot de bonjour, de bienvenue, Véronique. Alors Véronique, elle a combien de temps, très précisément? Tout le temps qu'il faut pour Véronique. Une feuille de 20 minutes. Oh, ça va aller. Chers amis, et vous toutes et tous en vos grâces et qualités, puisque je dois vous souhaiter la bienvenue, et quelques mots maintenant sur le colloque d'aujourd'hui. Longtemps, les femmes ont défilé sous des slogans tels que « Mon corps m'appartient », ce qui est en soi une hérésie. Comme si les hommes devaient justifier que leurs jambes, leurs mains, leur tête leur appartenaient. Comme s'ils avaient besoin, eux, d'un acte de propriété pour procréer, devenir père ou décider de ne pas l'être. Les femmes, si. Leur souhait de ne pas être mère, pas maintenant, pas avec leur conjoint, a depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour été un sujet d'opprobre et de débat social tranché entre le politique et le religieux. Des lois ont été votées pour encadrer leur grossesse et l'Église ne compte pas aujourd'hui les concordats signés avec les États pour préserver, entre guillemets, le droit à la vie. Quant au désir d'enfant, jusqu'il y a peu, il ne rentrait pas dans la réflexion. C'est le mariage pour tous, et donc aussi aux personnes de même sexe, qui le met aujourd'hui à l'ordre du jour. Mariage pour tous, désir d'enfant pour tous, ou désir de ne pas avoir d'enfant, ou pas maintenant. Mais le temps politique est lent. Il excède le temps des hommes. Rappelons-nous qu'Olympe de Gouges demandait en 1789 le droit de vote pour les femmes. Et il fut voté en 1948 en Belgique. Alors qu'en Belgique, l'IVG n'a été acquise qu'en 1990, plus de 20 ans après l'incarcération de Dr Pierce et la rocambolesque mise en scène du roi Baudouin, qui a quitté le trône pendant 48 heures, empêché de régner parce qu'il ne voulait pas signer une loi qui s'opposait à sa foi. Alors, je suis de celles qui ont encore vécu ces épisodes-là, il y en a d'autres, ça a été tout de même absolument incroyable. Eh bien, aujourd'hui, la dépénalisation complète de l'IVG n'est toujours pas acquise. La commission d'experts à laquelle participe Sylvie Losberg ici présente a remis un rapport encore confidentiel qui devrait permettre d'avancer sur le sujet. Mais quand? Et alors que cette loi n'est toujours pas amendée, l'évolution de la société, le retour des fondamentalismes religieux, et la percée spectaculaire de l'extrême droite dans nombre de pays européens font craindre un retour en arrière des droits des femmes. On l'observe en Hongrie, on l'a observé en Pologne, on l'a vu aux États-Unis durant la présidence Trump, avec la percée très remarquée des évangélistes. Les droits des femmes ne sont donc jamais coulés dans le bronze, elles ont toujours été des intermittentes de la liberté. Or, et ceci est important, la seule manière de préserver ces droits n'est pas de jouer une carte défensive, c'est au contraire d'ouvrir le débat et de continuer à construire l'avenir. Construire l'avenir, c'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui. Ce colloque sur l'autonomie de décision des femmes, le désir d'enfant ou le refus de maternité semble a priori hors du champ habituel du débat politique ou juridique.
En fait, ces thèmes sont au cœur de tous les schèmes de domination et des combats des femmes depuis des siècles. Mais ils questionnent aussi l'avenir. La question du genre y ouvre des options nouvelles, comme l'ingénierie de la maternité, la gestion pour autrui, et ces options nouvelles auront incontestablement des incidences sur la filiation et la formation identitaire des enfants. Le débat doit être couvert. Il doit être critique. Il nous permettra de regarder l'avenir avec confiance. Ne préjugeons pas des réponses, mais ne craignons rien. Nous avons un passé et des valeurs solides, et pour la laïcité, liberté, égalité, solidarité, ce sont de bons outils. Et nous débattions samedi dernier au Centre d'action laïque du colloque de ce jour. Et outre l'inquiétude de quelques hommes de se sentir hors jeu, l'autonomie de décision des femmes, ça veut dire quoi? Au-delà de ça, une autre remarque très écoutée a été la suivante. Certes, le désir d'enfant est essentiel. C'est, je dirais, une condition nécessaire. Mais il n'est ni un droit de propriété, ni même un droit à l'enfant. Personne n'a droit à un enfant. Mais l'enfant, lui, a des droits. Cette phrase un peu sibylline est un fil à tirer que je vous livre ce matin, sans être certaine qu'il vous mènera, comme le fil d'Ariane, à la sortie du labyrinthe, et il nous fera en tout cas avancer. Merci. Maintenant, Sylvie Losberg. Merci, Monsieur Courard, et merci, Véronique de Keyser. Donc, vous l'avez compris, ce colloque est organisé conjointement par le Centre d'action laïque et la commission éthique du Conseil des femmes que j'ai l'honneur de présider. Et je vous remercie vraiment tous et toutes, intervenants, participants, d'être présents aujourd'hui, parce que je vois que nous avons en fait beaucoup de qualités et de compétences, autant dans la salle qu'on en aura à la tribune. Et c'est ça qui compte dans un colloque, c'est vraiment de pouvoir échanger, transmettre et faire un peu du checker avec toutes ces notions finalement que l'on utilise au jour le jour, mais peut-être, comme vient de le dire Véronique, en éclairant autrement cette question de la maternité, du désir de maternité ou du non-désir de maternité. Pour faire suite à ce que vient de dire Véronique, on a voulu inscrire ce colloque dans une ligne, je dirais, d'un féminisme sans œillères, qui va questionner, je l'espère, la vie des femmes face à une grossesse aujourd'hui en Belgique et sous le prisme de leur degré d'autonomie de décision. Donc ça pourrait paraître saugrenu dans notre pays qui a consacré l'égalité des femmes et des hommes en 2002 dans la Constitution. Et pourtant, l'exercice égal des droits et libertés, et Véronique vient de le pointer, n'est pas égal, et certainement pas en matière de la santé reproductive et sexuelle. Je vais donner un petit exemple pour vous montrer comment, au fond, on a envisagé nos travaux. Par exemple, quand une femme veut une stérilisation volontaire, eh bien, elle rencontre beaucoup d'obstacles. Tandis qu'un homme, un garçon, il n'y a pas de problème. Ça vient d'où? C'est pas dans la loi, En fait, c'est une pratique. Et on ne sait pas d'où ça vient. Il y a quelque chose que nous portons tous, en fait, et qu'on doit décrypter pour faire place, justement, à la décision de la personne. Alors, en plus de décrypter ces réalités vécues, je dirais en chaussant des lunettes antisexistes, on a aussi pour ambition, justement, d'éclairer ce qu'on a appelé les points aveugles, des biais involontaires, des comportements ou des réponses qui sont hérités du passé, qui sont délétères aux femmes, mais qui restent actifs parfois malgré nous. Alors, je vais reprendre l'expression de Françoise Héritier, l'exorbitant privilège d'enfanter. C'est quelque chose qui m'est tombé dans l'oreille il y a plusieurs années, et souvent, ça me revient parce qu'on se pose la question de savoir, ces questions de domination, d'où ça vient. Et au fond, c'est vrai que nous avons, nous les femmes, un privilège
exorbitant. Et à ce privilège exorbitant répond, depuis que la mémoire existe, en fait, une volonté que les femmes n'aient aucun autre droit. Et en plus de lui raboter celui-là, je pense qu'on y viendra. Par exemple, quand je dis de supprimer des droits aux femmes ou que les femmes n'aient aucun droit, on peut dire, enfin, c'est un peu exagéré. Eh bien, en fait, non. Vous savez que notre droit, et on en parlera cet après-midi, est basé sur le Code Napoléon, le Code civil, le Code pénal. Et dans ces codes, les femmes n'étaient pas des citoyennes, n'étaient pas des sujets, elles étaient sous la tutelle du chef de famille, leur père et puis leur mari. Et non seulement elles étaient sous la tutelle, mais elles devaient obéissance et ne pouvaient passer aucun acte, elles ne pouvaient rien signer, elles n'existaient pas en tant que citoyens. Et notre droit est toujours basé là-dessus. Bien sûr, il a évolué, heureusement, mais vous comprenez bien que le déficit original, il est difficile à combler. Alors, les discriminations que subissent les femmes dans notre société, il faut qu'on tienne compte de ce passé, parce que si on n'en tient pas compte, on a l'impression qu'on travaille aujourd'hui à égalité et qu'on essaye d'avancer en parallèle. Et ce n'est pas vrai, et je pense qu'on pourra le voir aujourd'hui. Et la question n'est pas d'incriminer, de trouver des coupables. La question, c'est de décrypter, d'ouvrir nos yeux et nos oreilles à des réalités qui sont, je pense, invisibles. Alors chez nous, évidemment, je viens de le dire, notre législation a évolué, heureusement, mais vous le savez, ça vient d'être rappelé, c'est une toute petite partie de l'humanité qui a voilà, cette possibilité de discuter de ce que nous allons parler aujourd'hui. Et donc on a aussi l'obligation, non seulement de tenir compte des femmes qui nous ont précédées et qui ont subi ce dont je viens de parler, mais de toutes les femmes qui subissent ça encore aujourd'hui. Et donc nous, on a cette liberté, nous, on a ces droits, on en a pas tous, mais on en a. Et donc à nous d'aller plus loin, parce que c'est en étant pionnière sur ces matières qu'on peut évidemment influencer, on l'espère, l'ensemble des conditions de vie des femmes, parce qu'il faut faire exemple. Alors en Belgique, on peut dire que le constat est posé par rapport à la grossesse et à la maternité. C'est un point de bascule dans la vie des femmes. Quand une femme est enceinte, toute sa vie change, pas seulement parce qu'elle va avoir un bébé, mais parce qu'elle va avoir après des difficultés. On va le voir, est-ce qu'elle est bien informée? Est-ce qu'elle est bien accompagnée? Comment ça va se passer pour elle après le postpartum, etc. Et puis l'enfant, quand l'enfant est là. Toute sa vie est impactée. Liberté de circulation, entravée. Liberté de professionnelle, entravée. Et donc on va lister tout ça, parce qu'au fond, tous ces éléments qui font que c'est difficile pour les femmes d'avoir une grossesse, que ça a des impacts négatifs sur leur vie. On devrait avoir de l'empathie alors pour les femmes qui disent « Oh ben moi je veux pas d'enfant parce que moi je veux pas me coltiner tout ça ». Que nenni, c'est le contraire en fait. Donc on hyper valorise la grossesse et on stigmatise le refus d'être mère. Les femmes qui ne veulent pas être mères, elles sont questionnées, infériorisées, puis bah, tu ne seras pas une vraie femme, etc. On ne va pas faire le débat maintenant. Alors, l'idée que je voudrais aborder pour terminer, c'est que ces discours sur la grossesse et l'accouchement, au fond, on accepte parfois d'être déconnecté de la réalité. Je vais donner un exemple, bon, ne soyez pas choqués. L'exemple est suivant. Vous êtes enceinte, et donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on vous dit? Heureux événement, bravo, tu vas être mère, ça va être formidable, tout le monde est content. Oui, enfin, la grossesse, l'accouchement, c'est difficile, c'est parfois dangereux, et donc il y a quand même une information à donner. Bien sûr, on ne dit pas à une femme enceinte, tu sais qu'il y a une femme sur 100 qui se retrouve en soins intensifs pendant sa grossesse, on n'a pas envie de lui faire peur. Et c'est normal, il faut respecter son choix. Mais enfin, on pourrait peut-être l'informer auparavant, parce que jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, il y a quand même des espaces où elle aurait pu apprendre ça. Par contre, sur l'avortement, vous savez que les soignants sont obligés de dire aux femmes qui demandent une IVG qu'il y a des risques présents et futurs d'avoir une IVG. En tant que président de la commission d'évaluation, je peux vous le dire, les complications suite à une IVG, c'est 0,01%, et encore, ce sont des complications très majoritairement bénignes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on accepte cette idée que, bah oui, la grossesse est merveilleux, mais que l'avortement, au fond, c'est pas très bien. Voilà. Alors, les soignants ne font pas ça, ils ne disent pas ça aux femmes. Enfin, n'empêche, c'est dans la loi, et on n'est jamais arrivé à le faire bouger, ce truc-là. Donc, c'est quand même aussi un élément, je trouve, qui nous permet d'envisager nos travaux sous un angle, je pense, qui peut faire bouger les choses, comme je dis, un peu faire le checker. Alors,
Dans les violences obstétricales, on en a parlé, ce sera aussi un des sujets. C'est aussi un peu comme la minimisation des violences envers les femmes, hein. Et on en parlera cet après-midi avec Michel Hirsch. Dans le code pénal, c'est quoi ces violences envers les femmes? Est-ce qu'on est traité de la même façon que les hommes? C'est une vraie question et qui peut paraître tout à fait aberrante, hein, parce que le droit s'applique à tous, ben, il ne s'applique pas forcément à toutes. Alors, comment détecter les choses trappes, accompagner les femmes pour éviter ces choses trappes? Et sur un plan plus structurel, comment ces rabotages de leur autonomie sont-ils véhiculés, mis en œuvre? Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans ce colloque, avec l'objectif d'une réflexion qui est collective, à la fois sur la pratique, sur les injonctions, sur les reproductions de schémas qui mettent à mal le sujet principal qui nous occupe aujourd'hui, l'autonomie de décision des femmes, et dans ce domaine si particulier et si intime que sont la grossesse, la maternité. Alors, le cadre légal sera donc évoqué en dernière partie de l'après-midi. Ce matin, nous allons d'abord nous intéresser aux femmes qui ne souhaitent pas être mères, et puis aux femmes qui veulent être mères. Et après-midi, nous verrons comment le droit, la loi, cadre tout ça et vers où on va, parce que, bien sûr, les législations, les projets qui sont sur la table, ça façonnera la société de demain. Alors, cette société de demain sera-t-elle féministe? Ben, je n'en sais rien. Nous l'espérons, féministe dans le sens égalitaire, évidemment. Et nous avons autant de raisons de nous réjouir, je pense, que de nous inquiéter. Et donc, à nous de profiter de ce moment auquel je vous remercie tous vraiment très, très chaleureusement de participer, d'avoir pris du temps aujourd'hui pour venir travailler avec nous, afin de terminer la journée, je l'espère, avec des recommandations dont chacune pourra se saisir pour faire avancer la cause des femmes, selon l'expression de Gisèle Halimi. Je vous remercie encore pour votre présence au nom du Centre d'Action Laïque et du Conseil des femmes, et je nous souhaite de très bons travaux.